Devoir. Elle virevoltait, sa robe flottante autour d'elle en une cascade de soie bleue. Ses éclats de rire, légers et frais, résonnaient dans tout le château. Ses joues avaient rosi, ses yeux pétillaient. Encore des tours et des tours, Rose semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Chaque mouvement respirait la jeunesse et la vitalité. Ses 15 ans, ou ce qui passait pour tel dans cette famille, approchaient, et elle incarnait l'insouciance, même si ses véritables 20 ans étaient masqués par le venin qui ralentissait son vieillissement, comme pour toute la famille royale. Théane, qui avait officiellement 20 ans, avait déjà trouvé le cadeau parfait, du moins le serait-il lorsqu'il l'aurait terminé, quelque chose qui le servirait pour ses desseins et n'éveillerait aucunement les soupçons, même ceux de Vilcas. Ce dernier semblait hésitant et maladroit en tenant sa sœur par la taille. Théane les observait danser depuis la grande porte, appuyés contre le mur, les bras croisés, le regard froid et sombre. Ils avaient beau être jumeaux, Vilcas n'avait pas le quart de ce qu'avait Rose, même si les louanges qu'on faisait à son frère le contredisaient. C'est qu'eux ne voyaient pas ce qu'il voyait. Il apercevait quelque chose dans les yeux de Vilcas qui ne lui inspirait guère confiance, ce que celui-ci devait se dire aussi. À cette pensée, le prince eut un sourire. Il savait que son frère ne pouvait le défier sans essuyer une cuisante défaite. Aussi l'avait-il provoqué à plusieurs reprises. Mais le louveteau maîtrisait l'art de se défiler par des verbes et des phrases. N'était-ce pas ainsi qu'il attirait les femmes ? Un jeune homme bien précoce, arrogant et faible. Théane savait que Vilcas aurait préféré vaincre son aîné par les armes plutôt que de jouer aux érudits. Et cela le réjouissait de voir l'autre enragé sans pouvoir ne rien exprimer, de peur de se ridiculiser. Des moments d'insécurité qu'il savourait. Mais il en avait quand même parlé à une personne, Rose, qui avait alors pris la défense de son jumeau, demandant à Théane de cesser de tenter de faire du tort à leur frère. Il ne l'avait pas écoutée, indifférent aux demandes de sa sœur comme aux coups de son père, et elle s'était détournée de lui. Comme ses parents, Rose avait un penchant certain pour Vilcas. Théane voulut savoir si cela était dû au jumelage ou à une nouvelle injustice dont les dieux semblaient l'accabler depuis la venue au monde de ses deux héritiers. La danse prit fin et Vilcas lâcha Rose, toujours rayonnante, laissant toutefois sa main glisser très lentement dans la sienne. Théane plissa légèrement les yeux. Une lueur fugace de quelque chose qu'il n'osait nommer traversa le visage de son frère. Rose, elle, riait encore, ignorant ou feignant d'ignorer l'intensité de ce moment. Théane détourna les yeux, comme pour protéger un secret qu'il n'avait pas demandé à connaître. Il avait d'ailleurs d'autres choses en tête. Le roi voulait le marier, ce qu'il s'évertuait à refuser. Il n'en avait ni le temps ni l'envie. Il y avait les rebelles qui devenaient de plus en plus nombreux et dont on n'arrivait toujours pas à localiser le refuge. La puissance de leur magie semblait croître et il semblait même en propager le savoir. L'événement qui suivrait sous peu en était une preuve et servirait d'exemple afin de dissuader ceux qui étaient tentés. Mais la majorité des cas étaient réglés en secret, le pouvoir voulant cacher le nombre grandissant de ceux qui le défiaient. Ses ennemis étaient de plus en plus forts et soutenus, plus ou moins ouvertement. Des hommes et des femmes, même des enfants étaient pendus ou brûlés, le roi faisant croire à des traîtrises diverses, plutôt que d'avouer qu'ils avaient aidé les aspirants de la liberté, que ces personnes croyaient en la rébellion et se détournaient de lui. Les autres disparaissaient, purement et simplement. Le peuple avait peur et était affamé, d'atroces maladies les frappaient faute de médecins et d'hygiène. Théane avait beaucoup de meurtres à son actif, mais au moins c'étaient des hommes armés, qui savaient et voulaient se battre. Il avait encore quelques réticences à tuer les enfants. Les petits corps ballottant au bout d'une corde n'avaient de cesse de le hanter. Mais il semblait se convaincre que cela était pour la bonne cause. La révolte devait être jugulée avant de prendre une ampleur inquiétante. Rose lui jeta un rapide coup d'œil avant de se détourner. Le regret et la colère brillaient dans ses yeux clairs. Théane quitta son coin de porte avec une douleur légère mais aiguë dans la poitrine, alors que Vilcas le regardait s'éloigner, méfiant. « Pourquoi vient-il ici ?»« Il y habite, Vilcas, » répondit Rose en ajustant son jupon exaspéré. «
Tu sais ce que je veux dire, insista-t-il, le regard fixé sur le bout de couloir par lequel son frère avait disparu. Son regard me glace, plus que la nécropole d'un soir de pleine lune, et ça sans même froncer les sourcils. Elle leva les yeux au ciel. Peut-être veut-il apprendre, sans le montrer, et compte t'offrir une danse pour notre anniversaire. Elle éclata de rire en sortant de la pièce, suivie de son frère qui restait contrarié. Elle posa une main sur son bras, mais il s'en défit presque aussitôt, prétextant une distraction. En vérité, sa nervosité à l'égard de la proximité physique de sa sœur le déstabilisait. « Je ne comprendrai jamais ce qu'il a dans la tête, » murmura-t-il pour lui-même. On dit que l'aîné ouvre la voie, lui, il bouge sur tous les horizons. Est-ce vraiment utile de savoir ce qu'il y a dans la tête de Théane Vilcas ? De toute façon, qu'est-ce que tu crains de ces visites ? Je ne comprends pas ce qui te rend si méfiant. Elle commença à monter l'escalier en marbre pour se changer dans ses appartements. Vilcas avait cet air buté qui précédait souvent une confession bancale. « Tu crois qu'il dort parfois les yeux ouverts ?» demanda-t-il d'un ton faussement léger. « Comme un vampire ?» répondit-elle en souriant. « Il a l'air démoniaque. Tu es juste vexé qu'il ait corrigé ton discours devant les ambassadeurs l'autre jour, déclara-t-elle en ouvrant les portes qui menaient à son boudoir. Il grimaça. Corrigé ? Il m'a exécuté. Avec ce sourire poli qui dit « Je t'écrase, mais avec distinction ». J'ai senti mon ego se recroqueviller comme un escargot dans sa coquille. Il soupira. « Tu sais ce qui me fait le plus peur chez lui ?» reprit-il plus sérieux. Sa capacité à rester silencieux plus de 2 heures ? C'est vrai que pour un jacasseur comme toi, c'est fort impressionnant, le taquina-t-elle pour détendre l'atmosphère alors qu'il la suivait dans sa chambre. Mais la voix de Vilcas se fit plus grave. Non, c'est qu'il ne crie jamais. Rose cessa de sourire. Il reste calme et impassible, comme si je... Il ne peut pas t'effacer, Vilcas, devina-t-elle comme souvent. On leur disait qu'ils devaient apprendre à penser seuls, mais leurs pensées ne savaient pas se taire l'une à l'autre. Tu es tout feu tout flamme, et lui, il n'est qu'une ombre. Il eut un petit rire sans joie. Et les ombres roses, elles gagnent toujours à la fin. Elles attendent, elles couvrent tout. Il inspira, plus calme. Il me pousse, pas en hurlant, en m'ignorant si fort que j'ai envie de le faire saigner, juste pour exister. C'est horrible, hein ? Elle posa sa main sur la sienne. C'est humain ? Je ne sais pas. Ces silences me semblent plus tranchants que des épées. Si un jour je disparais mystérieusement, promets-moi de regarder sous les tapis de sa chambre. Je suis sûre qu'il cache un hôtel avec nos noms gravés dessus. Sous le couvert de plaisanterie, Vilcas tentait d'exprimer une certaine angoisse pour s'en défaire plus qu'autre chose. Il lui semblait qu'une terrible malveillance émanait de Théane, en particulier lorsqu'il laissait son regard s'attarder sur Rose qui, bien qu'elle offrît mépris et dégoût à son frère aîné, gardait pour lui une profonde affection. Il frissonna d'une jalousie qu'il savait malvenue. « Je vais monter Fenvir aujourd'hui. Amour devient de moins en moins sensible. Je peux la laisser se reposer. Et toi ?» dit-elle en se tournant vers son frère, s'arrêtant devant la porte de sa chambre. « Comment ? Ah oui, il abandonna là ses pensées. Je vais monter Mamba. J'aimerais une séance tranquille aujourd'hui. Oui, ça nous changera un peu. La séance de danse m'a totalement étourdie, qui plus est. » Elle rit. « Viens m'aider à retirer cette robe, je n'en peux plus. » ajouta-t-elle en ouvrant la porte de bois blanc de son armoire. Vilcas ne put s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Depuis quelque temps, il faisait attention à ne pas trop la toucher, voire la frôler. Même un souffle risquait d'allumer l'incendie. Il avait rarement connu un tel désir, même auprès des plus belles courtisanes de la cour, que son père avait envoyées à lui pour le rendre homme. Il avait aimé l'acte de chair, et plus d'une domestique et jeune demoiselle de noble sang avait cédé devant ses arguments. Mais aujourd'hui, c'était sa sœur qu'il désirait, mais avec une différence étrange qu'il n'aurait su nommer. Aussi la regardait-il. Il s'aimait après tout, et sa mère lui avait dit d'être doux avec les femmes qu'il choisirait, car l'acte représentait un échange d'énergie intense, presque sacré, et la majorité des femmes y attachaient plus de sentiments qu'elles ne l'avouaient. Cela pouvait être vrai aussi pour les hommes, sans doute. Son père l'avait montré avant lui. Son dévouement profond pour sa mère, même lorsqu'il leur était impossible d'avoir un enfant, avait toujours rendu son fils fier et admiratif, envieux de cet amour. Y avait-il une femme plus destinée à recevoir un tel engagement que Rose ? Elle le méritait amplement, par sa beauté, sa douceur, sa gentillesse, son intelligence et sa générosité. Son courage aussi.
Courage qu'il avait lui aussi, disait-on, mais face à elle, il était un agneau en proie au loup. Sa main trembla lorsque la robe glissa à terre et qu'il frôla la peau de la jeune femme. Elle ferma les yeux. Ce n'était plus un lien, c'était une fièvre. Peut-être pourrions-nous... Quelqu'un frappa avant que la princesse pût terminer de souffler ces mots. Damoiselle Rose, vous-même et vos 2 frères êtes conviés immédiatement dans la salle du trône, vêtus pour vous rendre en ville. Ordre de votre père, dit une voix à travers le battant. Vilkas s'écarta et lui tourna le dos. Elle se rhabilla, lui demanda une dernière fois de l'aide pour renouer ses lacets, mit une cape brodée et sa fine couronne sur sa tête, puis l'accompagna chez lui, pour qu'il en fasse de même avant de rejoindre leurs parents. La pièce vaste et imposante, baignée d'une lumière crue provenant des hautes fenêtres, contrastait brutalement avec la chaleur intime des appartements de la princesse. Rose sentit son estomac se nouer en voyant leur père et leur mère entourés de gardes. Prolecto le visage plus pâle que jamais. Théane entra alors. Rose tressaillit légèrement. Vilkas lui lança un regard haineux. Ce dernier arrivant afficha une indifférence froide et se plaça à la droite de son père. Les 2 autres héritiers rejoignirent leur famille et le roi avança vers les grandes portes. Au bas des escaliers, les attendait un carrosse. Théane le dédaigna et monta sur son étalon noir. Rose et Vilkas entrèrent dans la diligence et s'assirent sur les banquettes rembourrées et drapées de velours. Le silence était pesant, presque étouffant alors que la voiture s'ébranlait pour sortir de la cour du palais. Le visage du roi était fermé. Une flamme de colère faisait briller ses prunelles azur, semblables à celles de sa fille. Ni elle ni Vilkas ne savaient à quoi s'attendre. Jamais aucune promenade ou visite n'avait été si précipitée et angoissante. Quelque chose de terrible avait dû advenir, pour que les parents n'adressent pas même un regard à leur progéniture. Ils n'entendaient que le léger grincement de l'essieu, le bruit des roues et des sabots des chevaux qui tiraient le carrosse et ceux des soldats qui les escortaient. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place principale de Pantine, une estrade avait été montée et une foule de personnes l'entourait. Vilkas et Rose échangèrent un regard inquiet. Alors que Vilkas cherchait des réponses dehors, Rose parvint à croiser le regard de sa mère dans lequel elle vit une profonde tristesse. La grande place était noire de monde, et les gardes durent bousculer quelque peu hommes, femmes et enfants qui se pressaient vers eux pour approcher de plus près la famille royale. Théane était avec eux, comme s'il n'en faisait pas partie malgré ses vêtements bien plus ostentatoires que les armures des soldats. Ils mirent pied à terre et furent escortés en haut des marches du hall du grand temple de Balsol. Là, des sièges hauts et confortables les attendaient tous les 5. Ils prirent place face à l'estrade, Théane arrivant 1 minute après eux. Rose et Vilkas continuaient d'observer avec incompréhension. Ils n'avaient guère été avertis de ce procès et n'avaient pas la moindre idée de l'identité de l'accusé. Les nobles étaient vêtus de couleurs sombres, les bourgeois dissimulés derrière des éventails tendus de soie, et les simples gens, en silence, massés contre la barrière de corps armés, s'étaient détournés de la famille royale pour reporter leurs regards vers l'estrade de bois, dressée face au pied du grand temple. Sur les hautes marches s'avança le grand prêtre, drapé d'or et de blanc. Il salua le roi et la reine avant de se retourner. Un mouvement se fit dans une rue face à celle par laquelle ils étaient arrivés. Les regards y convergèrent, et on aperçut alors 4 soldats qui amenaient Madame Bones vers les marches de bois. Elle se tenait droite, le menton levé, malgré les bousculades du peuple qui l'injuriait et lui crachait dessus. Ses longs cheveux châtains lâches glissaient sur son dos, et ses mains étaient liées. Ses yeux sombres et calmes balayaient la foule sans trembler. Rose et Vilkas assistaient à la scène. La bouche de Rose tremblait. Elle tentait de se tenir droite, mais ses poings crispés trahissaient sa tension. Vilkas, lui, restait figé, l'ombre d'un rectus au coin des lèvres, comme s'il ne savait s'il devait pleurer ou cracher. Le grand prêtre leva son bâton au pommeau d'ambre. Devant Balsol, le feu est né, devant la couronne sacrée du roi et devant les enfants du soleil, nous appelons aujourd'hui au jugement de Madame Hera Bones, préceptrice royale, accusée de trahison. Un murmure agita la foule. Tu as été surprise au cœur de la nuit, priant celle qui ne doit pas être nommée. Alchémia, fruit illégitime, mère des sorciers, ennemie du feu et de l'ordre. Tu as fait le geste interdit et soufflé son nom. Un frisson traversa la place. Madame Bones ne parla pas. « As-tu une défense ?» Elle leva le menton. « Je n'ai rien à nier.
J'ai prié celle que j'estime, celle qui veille dans l'ombre sur celle que vous oubliez. Un souffle de stupeur s'éleva dans les rangs. « Blasphème !» murmura quelqu'un. Le grand prêtre serra les dents. « Que Balsol te soit encore miséricordieux. L'ordre t'accorde une seule chance. Accomplis le rituel d'expiation. Courbe-toi devant la flamme sacrée. Demande pardon. Récite le serment du repentir, et tu vivras. » Un silence de plomb s'installa. Madame Bones tourna alors les yeux vers Rose. Un battement, un frémissement, puis elle secoua lentement la tête. « Je ne me prosternerai pas devant un Dieu qui m'ordonne d'oublier ce que mon cœur connaît. » Un murmure désapprobateur vint agiter la foule. Rose se recula dans son siège, les yeux embués. Le grand prêtre leva les bras. « Tu refuses l'expiation, tu corromps les gestes, tu souilles le pardon. Par décret du conseil solaire et du roi, tu es coupable de haute trahison. » Le silence se fit de nouveau. Pantastrière se racla la gorge et tous l'entendirent. Le grand prêtre se tourna vers eux. Ses yeux l'interrogèrent avec une lueur d'agacement. « C'est à toi, mon fils, que je donne le plaisir de choisir le supplice. Qu'en dis-tu » Le roi se tourna vers son cadet qui avait nettement pâli sous le regard amusé de son aîné. Mais Vilcas perdit de vue sa bonne âme lorsqu'il croisa les yeux de Théane. Sa haine et son mépris le firent trembler, et il fixa son père. Il savait qu'un refus serait une faiblesse. Théane n'attendait que cela. Alors il refoula son dégoût, leva le menton et déclara d'une voix qu'il espérait ferme. « On nous arrache le cœur par une trahison sans égale. Un écartèlement me semble approprié. » La tension sur la place éclata comme une corde trop tendue. Rose ne put cacher son horreur. Ses yeux s'écarquillèrent, mais Vilcas ne la regarda pas. Il fixait Théane, qui souriait imperceptiblement. Il y avait une jubilation sourde dans l'attitude de l'aîné, une satisfaction perverse à voir son cadet descendre sur une pente qu'il avait soigneusement huilée. Le roi regardait son fils avec une profonde satisfaction, alors que Madame Bones dévisageait le jeune homme qu'elle avait vu grandir, qu'elle avait conseillé et aimé. Elle semblait foudroyée et perdit un peu de sa contenance. Ou alors, tous se retournèrent vers Théane qui s'était levée, retenant leur souffle, alors que l'accusé tournait des yeux méfiants vers le prince aîné. Malgré son admiration pour Voeder, elle n'avait jamais pu saisir ce qui le touchait en la personne de Théane, qui semblait tout aussi froid et cruel que son père. « Vous irez demander à Luna, Gaïa et Balsol de vous pardonner de votre infidélité sur l'île des dieux. » Madame Bones releva le menton, les traits fermés. Théane, mais le roi n'eut pas le temps de rejeter la proposition de son aîné. « Cela me semble tout à fait juste. » Pantastrière se tourna vers sa reine qui le regardait durement, ce qui n'était guère dans ses habitudes. Elle avait évidemment de la compassion pour cette femme qui avait éduqué ses enfants. « Bien, » approuva-t-il à contre-cœur en fusillant son fils aîné du regard. « Vous serez escorté jusqu'à la ville de Lata, où un navire vous conduira sur l'île des dieux. Puisse-t-il vous pardonner et vous accueillir ?» La préceptrice tremblait mais restait droite. Mourir gelée sur l'île aux dieux était une noble punition pour sa faute. Elle partirait dignement. Personne ne serait témoin de son agonie, aussi terrible pourrait-elle être. Le grand prêtre reprit la parole quelque peu contrarié, d'avoir vu son autorité rabrouée. « Comme le veut notre souverain, tu seras mené à l'île des dieux, là d'où nul ne revient, et ton nom sera oublié. » Deux gardes l'entourèrent, elle ne résista pas. Alors qu'on la menait hors du cercle sacré, une voix s'éleva, perçant le tumulte. « Pourquoi ?» Rose s'était levée. La préceptrice s'arrêta. Elle tourna la tête, ses yeux brillants d'une lumière étrange, et répondit doucement « Parce que j'ai aimé la vérité plus que la peur. » Puis elle reprit sa marche, droite et digne, emportant avec elle les derniers effluves d'enfance de la princesse. Rose eut le cœur déchiré, l'écho de sa séparation avec Swetma faisant vibrer tout son corps. Une fois la prisonnière ramenée dans son lieu de détention, les soldats revinrent vers la famille royale pour l'escorter à nouveau vers le carrosse. Le retour ne fut pas différent de l'aller. Arrivée au palais, Rose n'adressa la parole à personne et partit s'enfermer dans ses appartements. Prolecto fit de même, alors que le monarque convoquait ses deux fils dans son bureau. Toute la fin de la journée, il leur parla sur ce qu'était qu'être le souverain d'un empire, de faire respecter sa justice, qu'il fallait savoir sacrifier des personnes auxquelles on pouvait tenir, comme aujourd'hui.
Une fois que tous craignent un homme, cet homme a tous les pouvoirs sur eux. Théane sentait au fond de lui une puissance naître, car il savait qu'il serait digne de son père, mais seulement si ce dernier lui laissait sa chance. Aujourd'hui, c'était sa mère qui l'avait soutenu, alors qu'il avait outrepassé le pouvoir de son cadet pour alléger la sentence. Il savait qu'elle le défendrait en cas que le roi lui en tienne rigueur. Il avait fait un coup double et en était ravi. Il voyait peut-être le moyen d'arriver à ses fins. Vilkas garda un visage fermé jusqu'à la fin de leur entretien, sans expression. Il réprimait le sentiment d'avoir sacrifié son innocence à l'orgueil, honteux de sa décision, et humilié une nouvelle fois d'avoir été contrecarré publiquement. Il avait agi par défi aujourd'hui, et lorsqu'il alla retrouver Rose, il le regrettait amèrement. Il aurait aimé avoir la même présence d'esprit que Théane, et le haïssait d'autant plus pour cela. Rose était une jeune femme forte, pleine de vie mais délicate, et participer à ce procès public, le procès d'une femme qu'elle respectait et aimait, l'avait profondément bouleversée. Il lui faudrait du temps avant de pardonner à Vilkas son engouement pour l'écartèlement. Surtout qu'ils auraient été dans l'obligation de tous assister au spectacle. Grâce à Théane, elle y échappait. Accepterait-elle d'être présente au départ de la préceptrice et au rituel qui l'accompagnait ? Il n'en était pas sûr. Mais lui ne pourrait échapper à ses devoirs. Le roi lui en demanderait beaucoup plus, et quand Rose se serait totalement détournée de lui, il soupira. Puis un espoir vint percer les nuages sombres de son esprit. La reine allait évidemment lui expliquer la nécessité d'une telle violence, d'une telle cruauté. Elle l'entourerait bien sûr de mots choisis, des mots qui tranquillisent l'esprit, la conscience, des mots qui aident à mieux dormir la nuit. Alors peut-être que Rose comprendrait. Théane se réjouissait de son côté. Il était évident que Pantastrière surestimait grandement la force morale de son cadet. Théane était persuadée que si aujourd'hui avait été une épreuve pour les deux jeunes gens, la suite de leur apprentissage serait encore plus intéressant. D'après ce qu'il avait pu voir, Rose avait été profondément choquée par la séance de justice qui venait de se produire. Elle allait forcément en vouloir à son cher frère, qui lui pourrait facilement se laisser gagner par sa culpabilité et l'humiliation. Ils étaient si chétifs, si mal préparés, aimés trop tendrement. Il passa devant la chambre de Rose et entendit pleurer. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Il aurait pu aller empoisonner un peu plus son esprit pour la monter contre Vilkas, mais il avait mieux à faire. Il monta jusqu'à la tour où se trouvaient ses appartements. Mais ce n'était point là sa destination. Arrivé devant une tapisserie qui représentait un cavalier noir décapitant un ennemi au galop, il la souleva et ouvrit une porte dérobée. Dans la pièce, l'air était saturé d'une odeur âcre, mélange de métal chauffé et de plantes pourries. Les bulles éclataient dans un bruit sourd, et la surface des bocaux semblait vibrer sous la lumière tremblante des flammes. Il ouvrit une trappe dans le sol qui menait vers des profondeurs obscures. La fumée se dispersa un peu. Apparut alors une grande table de bois. Sur une autre, dans un coin, des fioles étaient rangées par catégorie. À l'intérieur flottaient d'étranges formes pâles et phosphorescentes. Théane s'avança vers la première, souleva un tissu sous lequel étaient rangés minutieusement des instruments plus ou moins surprenants. Il en prit un et alla chercher un bocal où une forme pâle tournoyait lentement sur elle-même. Avec l'instrument, il sortit la chose informe et la déposa sur un plan de travail. Il se tourna ensuite vers une préparation qui semblait sur le point de déborder, éteignit le feu et souleva le récipient pour le poser à côté du plan de travail. Il s'empara alors d'un nouvel ustensile, une sorte de long tube fin, au bout duquel se trouvait une aiguille recourbée. Il le trempa dans la préparation, attendit un instant, et le sortit pour l'approcher de la chose. Il planta l'aiguille et patienta à nouveau. La chose vibra, et une lueur émana d'elle un instant. Un sifflement se fit entendre, puis au bout de quelques secondes, la lueur faiblit. La chose avait pris la forme d'une pierre qui se mit à scintiller d'une lumière verte quasi spectrale. Un sourire victorieux se dessina sur les lèvres du prince. Sa pâleur était intensifiée par la lumière de son expérience. Une lueur cruelle et froide brillait dans ses yeux. « Vous ne pourrez plus vous cacher », murmura-t-il pour lui-même, sa voix tel un écho métallique dans l'espèce fumée qui emplissait la pièce.